Alors, bonne question. Comment est-ce qu'on met une ombre là-dessous? Bon, donc je vais faire ceci. Je vais activer les deux et les mettre dans un groupe, ce sera déjà plus propre. Voilà. Donc, et si on met un effet spécial de type ombre portée, ça va évidemment être la catastrophe. Ah, c'est d'autant plus la catastrophe qu'il y a des traces qui restent sur le masque, dans ce cas-ci. Mais non, ça ne convient pas du tout, en fait. L'ombre portée, c'est fait pour mettre du texte sous... c'est pour mettre une ombre sous du texte, en fait. Voilà. Il faudrait aller nettoyer un peu mieux parce que toutes les petites poussières là font de l'ombre. Le détourage n'est pas bon, mais enfin voilà, c'est pas du tout la technique pour mettre une ombre sous le pot pour donner l'impression qu'il est posé sur le sol. Un effet spécial, ça n'ira pas. C'est prévu pour mettre une ombre sous du texte, comme on a fait précédemment, mais pas sous des objets. Là, l'ombre, il faut la dessiner comme on l'a fait pour le cheval. Donc, c'est-à-dire sur un calque vide en dessous, au pinceau flou. Je vais dessiner en noir 100%, voilà. Ok. Je peux déplacer... Oui, évidemment, c'est pas facile. Ok, je peux déplacer l'ombre avec l'outil de déplacement. Vous la voyez? Je peux modifier son opacité. Voilà. Dans ce cas-ci, je vais même la dupliquer. Donc la deuxième, je vais la mettre un peu plus proche du dessous du pot, vraiment. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça que l'ombre, je la ferai au pinceau. Il faudrait voir ça en situation dans une photo. Voilà. Et si je suis allé trop loin avec le pinceau, la gomme. Voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais, et c'est moins évident que ça n'y paraît d'obtenir un résultat bien. Faire une ombre comme ça, c'est comme faire une ombre sous une voiture, sous les pneus, ça va pas être évident. Il faut le voir vraiment en situation dans la photo et juger dans le décor, en fait, où il sera. Et donc voilà. Sans l'ombre, voilà ce que ça donne. Avec l'ombre, voilà. Maintenant, on peut faire aussi une ombre projetée, si la lumière est directionnelle. Et là, toute la plante sera une ombre projetée, une cast shadow. Pour ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, ça va ressembler à ce genre d'ombre projetée, qui est nette proche de l'objet et qui devient floue plus loin. Voilà. Donc, les ombres projetées, vous connaissez. On appelle ça ombre portée ou ombre projetée. En anglais, cast shadow. Net proche de l'objet. Plus flou et moins sombre en général quand on est loin, forcément. La distance augmentant entre... Voilà. Et donc, il y a une technique pour arriver à faire ça, mais pour l'expliquer, il faut entre 30 minutes et 1 heure pour arriver à faire des belles ombres comme ça. Projeter, des fausses ombres projetées au départ des objets. Bon, voilà.
l'ombre projetée, c'est ce dont je vous parlais. Net, proche de l'objet, qui devient flou et parasité par la lumière ambiante quand elle est plus loin de l'objet. Bon, ça a été juste mis ici sur un fond de motif en perspective, notre girafe. Et donc, voilà, quand même 56 minutes. Alors, certaines personnes qui vont voir ça vont dire 56 minutes, moi je le fais en 3 minutes. Oui, mais est-ce que la qualité y est? Est-ce que ça ressemble à ça comme résultat? Parce que moi aussi, je peux faire des trucs en 3 minutes. Mais bon, ce qui seront bien faits, ça, c'est autre chose. Alors, il y a une autre technique qui existe, parce que là, c'est la technique de la duplication du sujet et de la torsion, par transformation manuelle torsion. Puis, il y a un masque de fusion de transparence, il y a un masque de fusion sur le filtre flou. Il y a une autre technique qui consiste à utiliser la 3D dans Photoshop. Parce qu'il y a de la 3D dans Photoshop. Mais il se trouve que depuis la version 2022, ils ont retiré la 3D dans Photoshop, en fait. Donc, c'est pas de bol, parce qu'ils essayent de mettre en avant un autre logiciel Adobe qui est Adobe Dimension. Donc, enfin, ils l'ont retiré, je ne pense pas. Non, elle y est toujours, mais de manière provisoire. Elle va bientôt partir. Et je pense que dans Illustrator, ils ont changé la manière de faire la 3D dans Illustrator, mais dans Photoshop, elle va carrément disparaître, en fait. Voilà, voilà. Bon, il y a des grands changements qui, en perspective, au niveau de l'infographie, avec le développement de l'intelligence artificielle et la puissance des ordinateurs, les choses vont évoluer. On a toujours l'impression qu'on est arrivé à un stade où ça ne va plus évoluer, que voilà, maintenant c'est bon. Mais en fait, dans 10 ou 20 ans, les choses seront complètement différentes dans la manière de travailler. Et c'est ça que Adobe prépare aussi des choses. Alors, si vous voulez trouver cette vidéo, il suffit de taper sur YouTube détourage par curseur d'écrêtage, puis masque de fusion. Voilà, le titre est là au-dessus. Maintenant, vous pouvez aussi regarder des vidéos faites par d'autres personnes. Ça n'a pas d'importance tant que vous arrivez à vous former. Je ne suis pas le seul qui explique comment faire une ombre portée sur YouTube, loin de là, dans Photoshop. Donc voilà. Donc oui, je devais vous parler aussi du montage vidéo, enfin de la vidéo que j'ai faite qui explique comment faire du montage vidéo dans Photoshop vite fait, en 36 minutes, c'est vraiment très rapide. Donc si vous tapez ceci dans YouTube, vous devriez trouver la playlist, en fait, faire du montage vidéo dans Adobe Photoshop 2016. Si en plus vous tapez PS-010, vous allez la trouver. Donc c'est quelques petites vidéos qui expliquent le montage vidéo dans Photoshop. Et alors j'ai aussi l'autre manière d'utiliser la palette montage de Photoshop, c'est pour faire du GIF animé. Si vous tapez ceci, vous trouverez une petite série de vidéos, c'est une playlist ici, création de bannières web animées avec la palette montage de Photoshop en 38 minutes. Petite explication sur comment faire du GIF animé. Des bannières web animées. Ah oui. Ça c'est pour les bannières web animées, mais il n'y a pas beaucoup d'animation. J'ai encore une autre série où ça ressemble plus à de l'animation de personnages avec un chien qui est dans un ring de boxe, mais là je ne le retrouve pas tout de suite. Mais enfin c'est déjà pas mal. Mais ce qui vous intéressait de toute façon, c'est pas faire du GIF animé, c'est faire du montage vidéo. Et donc c'est cette playlist là. Alors encore une autre playlist dont je vous avais parlé. Et je vous avais annoncé qu'elle durait 7 heures, mais en fait j'ai menti, c'est 10h13 qu'elle dure. C'est vraiment pour ceux qui sont mordus et qui veulent en apprendre plus sur les technologies d'impression. Donc vous avez cette playlist ici. Il suffit de taper ça dans YouTube en recherchant les playlists.
Et vous trouverez la playlist où j'explique les différentes choses à propos de l'offset, du tramage, des autres techniques d'impression, etc. Mais c'est très pointu, donc en tant que débutant, normalement, vous n'avez pas à vous intéresser à ça. Ce dont on a parlé, c'est déjà suffisant pour démarrer. Voilà, vous avez des explications, comme vous voyez, sur les machines. Et je ne suis pas le seul à faire ce genre de vidéos sur YouTube. Vous pouvez regarder les vidéos d'autres personnes si vous voulez. Il y a aussi un peu de retouche. On parle des profils. Oui, les profils couleurs. J'utilise un visage pour montrer à quel point c'est important de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas avoir de décalage couleur. Des démonstrations dans les logiciels sur les profils, comment on utilise dans Photoshop, etc. Et j'ai plein d'autres playlists encore plus pointues. Ah oui, et puis il y a une petite partie sur la physique de la couleur, parce que c'est quand même intéressant de bien comprendre la couleur. Franchement, si on comprend comment fonctionnent les encres et la lumière, on s'en sort un peu mieux. Alors, sur le Drive, je vous ai mis un dossier liens techniques divers dans lequel vous avez guide de la couleur. C'est un PDF qui est disponible gratuitement sur le web, téléchargeable, et je vous ai mis dans le RTF ici le lien. Et ce PDF, donc, c'est le guide de la couleur et de l'image imprimée. Et c'est vraiment intéressant. Alors, le visualiser ici sur le Drive, c'est pas génial. Il vaut mieux le télécharger. Il vaut mieux le télécharger, oui. Mais ça peut être intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis. Barre contrôle, ça vous intéressera moins. C'est à propos des gammes Brunner. C'est plus technique. Et ce n'était là que pour illustrer quelque chose rapidement. RVB ou CMJN, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah oui, ça c'est parce que beaucoup de personnes qui ont fait de l'infographie avant, on leur a dit que si une image est destinée à être imprimée, ils doivent dans Photoshop absolument la mettre en mode CMJN à 300 pixels par pouce de résolution. Ce qui était vrai dans les années 90, parce que les logiciels de mise en page n'étaient pas aussi performants que maintenant. Mais maintenant, et ça fait quand même depuis l'arrivée de InDesign, en fait en 1999, donc ça fait quand même 20 ans, que Adobe préconise d'utiliser des images RVB dans Photoshop et dans la mise en page, même si au final, c'est pour l'impression. On fait un export PDF CMJN, mais il y a énormément de bonnes raisons de ne pas transformer trop tôt dans la chaîne, dans le pipeline, dans la chaîne graphique, de ne pas transformer trop tôt les images de RVB à CMJN. Et dans les années 90, dès qu'une image on l'ouvrait dans Photoshop et qu'elle était destinée pour l'impression, on l'a transformée en CMJN. C'est une erreur de le faire comme ça maintenant. Et justement, je vous ai mis des informations là-dessus. Coup de gueule en couleur, Visibility. Je pense que c'est un article qui n'existe plus sur le web, mais vous l'aurez là dans le PDF. Ça, c'est à propos de la résolution. Hein. Je crois que c'est assez explicite. Hein. Vous allez arrêter quand avec les DPI. Ça explique que ça ne sert à rien de s'occuper de la résolution dans Photoshop. Quand on utilise l'image dans un autre logiciel après, dans InDesign, par exemple. Parce que, oui, ce qu'on a vu hier, si vous créez votre document uniquement dans Photoshop et c'est ça que vous donnez à l'imprimeur, oui, les DPI, la résolution, les dots per inch, les points par pouce, ça aura de l'importance. Et ici, un article de David Blattner qui est une des personnes qui a travaillé à la création de InDesign et qui est vraiment un hyper spécialiste dans le domaine,
qui vous dit pourquoi vous devriez importer vos images en RVB dans InDesign et les convertir en CMJN le plus tard possible au moment de l'exportation. Bon, ça, quand j'ai affaire à des gens qui ont suivi des études en infographie, c'est extrêmement déstabilisant pour eux d'apprendre que on leur a raconté des bêtises. Et on continue dans pas mal d'écoles, et ça va continuer certainement jusqu'en 2040, voire au-delà, on continue à dire aux étudiants que si c'est pour l'impression, ils doivent absolument transformer dans Photoshop les images en CMJN et les mettre à une résolution de 300 dpi. Voilà. Malheureusement, une erreur répétée n'en devient pas pour autant une vérité. Donc, alors, David Blattner, dans l'article, il explique qu'on a le syndrome du prisonnier. C'est-à-dire, quand on explique ça à certaines personnes, ils sont super contents de voir qu'enfin ils sont libérés, et d'autres, ils ne veulent pas accepter, quoi. Donc David Blattner explique que c'est comme dans une prison, vous arrivez, vous ouvrez toutes les portes des cellules, qu'est-ce qui va se passer? Certains prisonniers vont être super contents, ils vont s'échapper la liberté, et d'autres vont rester dans leur cellule, malgré que la porte est ouverte. Et donc il explique, c'est normal que ce soit comme ça en matière d'infographie et de couleurs. On leur explique qu'ils ne sont plus obligés de faire du CMJN, qu'ils ne sont plus obligés de s'occuper de la résolution, mais il y en a qui continuent. Voilà. C'est très difficile de changer de paradigme et de changer de ces manières de faire. Donc voilà pourquoi je vous ai mis ces petits articles dans liens techniques divers sur le Drive.